Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'IPEM Wealth 2025 de Cannes où l'on fait le point sur les dernières tendances du marché des actifs privés. Quelles en sont les perspectives pour 2025? Que penser de la démocratisation du secteur? Pour nous éclairer sur tous les points, notre invité est Eric Dorham. Bonjour Eric Dorham. Bonjour. Vous êtes le fondateur, associé et directeur général de Flexstone Partners, qui est une filiale de Natixis Investment Managers. Merci d'être avec nous. Avant toute chose, pourriez-vous nous rappeler justement qui est Flexstone et comment vous vous situez sur le marché des actifs privés? Alors Flexstone est une société qui a été créée à Genève le 31 janvier 2005. Donc comme on le voit sur les logos derrière, on célèbre nos 20 ans dans quelques jours. Bon anniversaire à Flexstone. Nous sommes une société qui offre des solutions de gestion dédiées aux actifs privés, principalement private equity, franchement. On gère à peu près 11 milliards aujourd'hui à travers le monde. 75% de nos encours sous gestion sont des mandats de gestion, des solutions à la carte qui ont été construites spécifiquement pour un client spécifique. Nos clients sont essentiellement institutionnels aujourd'hui, ça va changer, on va en parler. Nous avons une couverture globale, je l'ai dit, avec 4 bureaux, Paris, Genève, New York et Singapour. Et nous sommes essentiellement concentrés sur le small et mid market. Et qu'est-ce que j'entends par small et mid market? C'est de la définition de pré-15, c'est-à-dire quand nous investissons dans des fonds pour nos activités de fonds, nous investissons dans des fonds de 150 à 1,5 milliard à peu près. Et quand nous faisons des opérations de co-investissement où nous investissons directement dans des sociétés, on parle de valeur d'entreprise de 50 à 500 millions. Ok, on vient à la tendance du moment dans le private equity. Alors justement, quelle est l'ambiance en ce début 2025? Comment voyez-vous les mois qui viennent? L'ambiance est plutôt bonne, je dirais, mais elle était bonne début 2024 aussi. Donc faisons attention. Je crois qu'il faut être raisonnablement optimiste. 2024 a été finalement assez décevant, très très bon pour le secondaire, 162 milliards de transactions, c'est une année record pour le secondaire. En revanche, l'activité de fusion-acquisition, de transactions d'une manière générale sur le monde du buy-out, capital transmission, a été assez pauvre. On est sur la 3e année de suite en déclin. Parce que l'argent est devenu trop cher? L'argent est devenu trop cher, donc clairement les taux d'intérêt sont trop élevés, enfin étaient trop élevés. Incertitude géopolitique, d'autres facteurs du style le spread politique en Europe, le spread bid to ask qui était trop élevé. Bref, une année de 2024 décevante. Notre sentiment, et en parlant aux acteurs du marché, les gérants dans lesquels on investit, qui sont finalement ceux qui sont le plus proches des sociétés, notre sentiment, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se sont éclaircies quand même. La trajectoire des taux d'intérêt est plutôt stable, voire baissière. On reparlera des États-Unis. On sait ce qui va se passer du côté de la BCE. Voilà. On sait aussi ce que va faire la Fed. Normalement, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Mais normalement, la trajectoire est plutôt favorable. Ça, c'est le premier point. Peut-être aussi un certain éclaircissement de la situation géopolitique dans le monde. On espère que les conflits qui nous affectent un petit peu partout vont se résoudre ou au moins s'accalmir. L'heure est peut-être à la négociation là. Voilà, exactement. En Ukraine, et puis, avec l'arrivée de Trump. Et Trump, effectivement, s'est engagé résolument dans cette voie. Et puis, évidemment, l'éléphant dans la salle, c'est l'élection de Trump, qui était le nouveau président des États-Unis, qui était une incertitude jusqu'à il y a peu, et maintenant c'est une certitude. Donc, il y a cette incertitude-là qui est partie. Vous savez que les investisseurs ont horreur de l'incertitude, plus que des conditions défavorables. Que ce soit sur les marchés cotés exactement. ou non cotés. Ouais. Et donc, tout ça nous fait dire que je pense qu'on peut être raisonnablement optimiste cette année. Je peux vous donner quelques chiffres d'ailleurs. Qu'est-ce que vous voyez, vous remontez? Oui, exactement. L'activité dans notre secteur à nous était assez faible. On compte le nombre de transactions qui se passent dans notre univers tous les trimestres depuis des années. Et c'est sûr que 2023, 2022 étaient plutôt assez mauvais, mais la fin de 2024 était plutôt très positif. On a sur le dernier trimestre de 2024 plus de 60 sorties dans tous nos portefeuilles. Ceci dit, quels sont les défis auxquels sont confrontés le private equity en ce moment? Private equity spécifiquement, le principal défi aujourd'hui a été le manque de liquidité. Les investisseurs n'ont pas reçu les liquidités qu'ils s'attendaient. Vous savez qu'un investisseur fait des modèles, nous faisons des modèles. Je pense qu'on peut dire que le marché a 18, 24 mois, peut-être même 36 mois de retard dans ses modèles de distribution. Et avant de pouvoir réengager du capital, avant de pouvoir réinvestir, les investisseurs attendent
de recevoir les distributions auxquelles ils s'attendaient, hein, sinon leur modèle ne fonctionne plus. Et donc ça, c'est vraiment le principal sujet qui retarde encore le niveau d'activité dans le secteur. On parle beaucoup de démocratisation du non-coté. Est-ce que cela peut venir du private equity selon vous? Alors, absolument. Oui. Je me faisais la réflexion ce matin en préparant peut-être un petit peu cette interview. Finalement, les actifs non cotés, les actifs illiquides, les investisseurs en ont l'habitude, ne serait-ce que parce que beaucoup d'investisseurs sont propriétaires de leur logement, que ce soit une maison, un appartement, une maison secondaire, peu importe. Finalement, ce sont des actifs illiquides et ils ont l'habitude de cette illiquidité et de l'importance de ce type d'investissement. Donc maintenant, pour la démocratisation du private equity en soi, je pense que finalement, c'est à peu près la même chose qui est en train de se passer. Le private equity est un outil de financement fondamental pour l'économie privée. Or, l'économie privée, quel que soit l'endroit où vous regardez dans le monde, c'est plus de 80% des PME et même des grosses sociétés. Je lisais des chiffres hier, plus de 60% des sociétés qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires sont en main privée. Et donc, finalement, vous avez 80% de l'économie qui n'est pas accessible à l'investissement pour les investisseurs non institutionnels, justement. Et je pense qu'il était temps que ça se démocratise. Après, le private equity reste, par rapport aux autres classes d'actifs illiquides, reste le plus important. L'infrastructure, la dette privée restent des marchés relativement marginaux par rapport aux encours gérés par le private equity. Et est-ce que la réglementation favorise cette démocratisation? Est-ce que ça va dans le bon sens? C'est la bonne nouvelle et c'est ce qui crée l'enthousiasme que l'on voit aujourd'hui, notamment à l'IPEM en particulier aujourd'hui. C'est la thématique de l'IPEM aujourd'hui. Le régulateur s'est rendu compte de tout ce que je viens de dire et favorise l'investissement en private equity. Alors c'est vrai en France avec la loi Industrie verte qui vient d'être passée. C'est vrai au niveau européen avec la création de ces véhicules dits LTIF, mais c'est également vrai aux États-Unis. Vous avez une évolution réglementaire qui est de plus en plus favorable à l'investissement illiquide pour les particuliers et je pense, vu toutes les annonces de la nouvelle administration américaine, que ça va se renforcer. Et quelles sont les limites de cette démocratisation? Est-ce que trop de démocratisation ne tue pas la démocratisation? Alors moi, je vois 3 risques principaux qui sont vraiment importants et il faut vraiment les garder en tête. Le premier, c'est la qualité, le deuxième, c'est le prix et la troisième, c'est justement la liquidité ou l'absence de liquidité. En ce qui concerne la qualité, on parle beaucoup de démocratisation, mais le private equity, ça reste un métier spécifique. Il faut être un expert pour avoir les accès aux transactions, aux fonds, etc. Et tout le monde ne peut pas s'improviser gérant de private equity. Et malheureusement, nous voyons beaucoup il y a beaucoup de nouveaux acteurs, oui. Beaucoup de nouveaux acteurs et prolifération de produits que moi, personnellement, je ne qualifierais pas de qualité institutionnelle, qui me paraît être vraiment important. Deuxième sujet fondamental, le prix. C'est une classe d'actifs dite active. L'investissement demande beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, etc. Donc c'est un investissement cher, avec une excellente rentabilité nette, mais ça reste un investissement cher. C'est déjà cher pour les institutionnels. Il ne faudrait pas, comme on le voit souvent, que parce que ces fonds s'adressent à une clientèle non institutionnelle, tout d'un coup, on a plusieurs couches de frais. À la fin de la journée, si on rajoute trop de couches de frais dans un véhicule d'investissement, la performance sera peu satisfaisante et on va tuer cet engouement qui me paraît fondamental pour le développement de l'économie en général. Le troisième risque, c'est la liquidité. Ça reste un actif illiquide. Il ne faut pas vendre ces fonds, même s'ils ont des facultés de liquidité trimestrielle, etc. Ça reste un horizon de temps long, un investissement long. Et donc, il faut certainement pas vendre ces produits comme des produits liquides. Ce sont des produits illiquides avec une option de liquidité s'il y a vraiment besoin de sortir. Et toujours à propos de risque, est-ce que le retour aux affaires de Donald Trump change quelque chose pour ce marché? Alors, probablement. C'est un peu tôt pour le dire, mais il faut se souvenir que 60% du marché du private equity, il est aux États-Unis. Et comme on vient de l'expliquer, c'est le financement de l'économie réelle. Et donc, toute politique, quelle qu'elle soit, qu'elle vienne de Trump 2.0 ou d'autres gouvernements américains, ont un impact potentiellement sur l'économie. Donc nous, on a fait un petit peu d'analyse pour voir un peu quelles pouvaient être les conséquences. Il y a un certain nombre de choses que l'on peut dire. Le premier, c'est que quelle que soit la personne qui occupe la Maison Blanche, finalement, l'impact sur le private equity a été relativement limité.
Deuxième chose, Trump a des politiques qui peuvent être extrêmement favorables au business d'une manière générale, pour utiliser ce terme, notamment la déréglementation, dérégulation. Mais il a également des politiques qui pourraient être très inflationnistes, que ce soit les tarifs, évidemment, enfin les droits de douane, et la politique d'expulsion des quelques dizaines de millions de travailleurs immigrés qui peut avoir un impact extrêmement important sur le coût du travail. Donc on part un peu dans les deux sens. En conclusion, notre conclusion, c'est peut-être de dire que Trump 1.0, c'était la mark-to-market administration. Donc Trump était très sensible à l'évolution des marchés boursiers. Donc on peut penser que la Trump 2.0 aura un peu la même tendance et un peu le même garde-fou. Et finalement, si les marchés boursiers commencent à descendre de façon significative, on peut penser que c'est parce que les politiques de la nouvelle administration sont défavorables au business d'une manière générale, et donc il est très probable qu'on va avoir un redressement qui sera plus favorable pour le business. Donc, nous ne sommes pas trop inquiets. Et pour conclure cette interview, que diriez-vous aux professionnels de la gestion de patrimoine et à leurs clients présents ici? Moi, je crois que c'est une chance considérable pour tout l'écosystème et évidemment pour l'investisseur privé que vous et moi sommes. Comme je l'ai dit, c'est de l'économie réelle, c'est 80% de l'économie qui sont pas aujourd'hui accessibles à l'investisseur privé. Avec un portefeuille de private equity, vous pouvez créer un portefeuille d'investissement infiniment diversifié. Et donc, plusieurs millésimes, on le dit souvent. Alors déjà des millésimes, mais aussi en termes de secteur. Je lisais hier qu'il y a 5000 sociétés, si on prend l'exemple des États-Unis, c'est le chiffre que j'ai en tête, il y a 5000 sociétés cotées en bourse aux États-Unis. Il y en a plusieurs dizaines de millions non cotés. Donc vous voyez l'effet de diversification. Donc on a la possibilité, avec le private equity de qualité institutionnelle, pour reprendre mon expression tout à l'heure, de créer des produits extrêmement intéressants en termes de diversification, mais également en termes de potentiel de rendement. Éric Dorham, merci beaucoup d'avoir été avec nous, fondateur, associé, directeur général de Flexstone Partners, qui fête ses 20 ans et qui est une filiale de Natixis Investment Managers. Au revoir. Merci.